Bonjour, je m'appelle Nora Atala, vice-présidente du Centre québécois du PEN international, communément appelé PEN Québec, dont le président actuel est Gaston Bellemare. Mon collègue Mathias Carpula et moi sommes très heureux de vous accueillir à notre rencontre Notre langue, brèche et soudure, qui a été organisée en partenariat avec la Maison de la littérature de Québec à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle qui est célébrée chaque année le 21 février. Avant de commencer, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, PEN Québec est l'un des 146 centres de PEN international qui sont répartis dans dans une centaine de pays à travers la planète. Le Centre québécois est un des plus anciens datant de 1926, à peine 5 ans après la fondation en 1921 du premier PEN à Londres. D'ailleurs, tout au long de cette année, nous célébrons son centenaire. Il s'agit d'un organisme international d'écrivains. Le logo de la plume et les lettres P, c'est pour poète, E pour essayiste, N pour novelist en anglais, qui veut dire romancier. PEN Québec compte plus de 150 adhérents et ce sont des auteurs de tous les genres littéraires, incluant des traducteurs et des membres de plusieurs professions du livre. PEN mène une action de solidarité, de défense du droit d'expression partout où il est menacé. Et nous avons à cœur de défendre et d'appuyer des écrivains persécutés ou exilés. Nous avons en place aussi, donc, pour ce faire, divers comités d'action comme le comité femmes, le comité de traduction et droits linguistiques et le comité de défense des écrivains persécutés. Nous menons des campagnes pour dénoncer les crimes contre les écrivains, les lois qui limitent le droit d'expression et les droits linguistiques. Notre langue, brèche et soudure, est l'un de nos nombreux projets. Je cède la place à Mathias Carpula pour vous en parler. Une petite introduction à la Journée internationale de la langue maternelle. Elle est proclamée en novembre 1999 pendant la conférence générale de l'UNESCO, donc de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Depuis février 2000, à chaque année, à l'occasion de cette journée, des célébrations ont lieu pour donner de la valeur à la diversité linguistique et culturelle dans nos sociétés, pour souligner leur morphologie multilinguistique au cours des siècles. Nos langues tissent et définissent nos communications, nos représentations, nos identités. Nos langues participent au jour le jour à l'intégration sociale, à l'éducation, à toute forme de développement. Quelques statistiques trouvées sur le site des Nations Unies. Je cite, plus de 43% de quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Seules plusieurs centaines de langues sont véritablement valorisées dans le système éducatif et dans le domaine public, et moins d'une centaine sont utilisées dans le monde numérique. Cela signifie que toutes les 2 semaines, une langue disparaît pour toujours, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel. Fin de la citation. Les langues construisent notre être au monde. Chaque jour, nous utilisons des mots qui déterminent nos relations intimes et sociales et qui déterminent en conséquence la construction de notre patrimoine matériel et immatériel. La journée que nous commémorons concentre notre attention sur la langue maternelle ou les langues maternelles, nos premiers pas linguistiques dans l'interaction avec les autres lorsque nous apprenons dès l'enfance à lire et à écrire. Par cette rencontre littéraire, notre langue, brèche et soudure, nous participons à souligner que nos sociétés multiculturelles existent à travers leur langue, qu'il faut protéger la diversité linguistique. Nous participons à répandre les gestes d'une solidarité fondée sur la compréhension, la tolérance et le dialogue. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous plusieurs écrivains et écrivaines. Sala Bediari, Nathalie Fontalvo, Erika Hagenveilleux, André Lévesque-Suy,
Anaïs Palmers, Alix Reynaud et Dominique Sassi. Ils vous offriront des courts témoignages ou des textes littéraires manifestant leur relation avec leurs origines et pratiques linguistiques, qui influencent leurs gestes de vie et de création. Merci à tous et à toutes d'être avec nous. Née à Québec, Andrée Lévesque-Sioui est poète, autrice, mélodiste et chanteuse. Elle explore les chants sacrés du monde, dont ceux de sa propre traduction Wendat. En 2013, l'album éponyme de son duo, Yandawa, remporte le prix de la meilleure réalisation d'album aux Native American Music Awards. Elle est toujours en apprentissage de la langue Wendat qu'elle enseigne à Wendake. Chant est son premier recueil de poésie qui paraîtra le 30 mars 2021. Kuyaweti, bonjour. André Lévesque-Sioui hiatsi kwetndokies, hiandiawi shiwachtokutin, shiatsewe iwa hiwatsirute, iwa yatatiata wendat. Alors, je suis du clan de la tortue, je m'appelle Kwendokies, celle dont la voix flotte sur l'eau, et j'enseigne la langue Wendat au CPE de Wendake, aux adultes aussi, et je vais vous parler un peu de mon parcours. Alors, j'ai le sentiment, moi, que ma première langue, ma langue de vie, celle qui m'a poussée à ouvrir la bouche pour me faire entendre, c'est le chant. J'ai voulu chanter avant de parler, comme tous les bébés, je pense. Certains plus criards, certains plus chanteurs que d'autres. Mes parents étaient francophones. J'ai grandi au cœur du français à Québec. Puis après, quand ma mère est décédée, mon père a rencontré une anglophone et j'ai été frappée par la rencontre de cette autre langue. Une langue qui se mâchait avec tant de plaisir. J'ai eu un coup de foudre et je me suis mise à l'apprendre petit à petit, à la chercher même. Puis, dans mon parcours de vie, grâce à mes voyages, à l'apprentissage du chant classique, j'ai appris l'espagnol, j'ai survolé le japonais, l'allemand, l'italien, le sanskrit avec le yoga. Puis en revenant à Wendake en 2008, j'ai retrouvé la langue Wendat dont j'ignorais à peu près tout. Je suis arrivée au bon moment car on était en pleine revitalisation linguistique et je suis devenue enseignante de langue Wendat qui n'était plus parlée depuis, attention, 150 ans. Je devais apprendre ces rudiments en soufflant sur les braises au fur et à mesure que j'avançais. Je l'apprenais non pas des anciens, mais de notre linguiste du projet Yawenda, Megan Lukaniec, elle-même états-unienne de mère italienne et de père polono-wendat. Tout un défi, mais ce fut une belle découverte. Les derniers mots et expressions du Wendat ont traîné jusqu'au début du 20e siècle. Parallèlement, le français a fait son chemin dans les palais Wendat, langue prononcée sans l, f, b, j, p, r, v, x, z. Mais avec des an, on. Lorette devenait roreke. Le français a frayé jusqu'à effrayer les anciens au milieu du 19e, qui ont même écrit à l'archevêché pour que la langue Wendat ne se perde pas, car peu voulaient la parler encore. C'était le début de la fin. En faisant le calcul, le dernier locuteur de ma famille a dû être mon arrière-arrière-grand-père Noé Sioui, né en 1817, ou son fils Elzéar Sioui, né en 1864, mais peut-être qu'il n'avait même pas parlé à cette époque-là. Mais mon arrière-grand-mère, Marie d'Aigle, peut-être. Ma grand-mère Corinne, elle, en a gardé le goût des fleurs, des plantes et des remèdes, un appétit pour le vivant. Voilà un peu mon parcours. Tiawakina. Merci beaucoup, André. Et là, je vous présente Anaïs Palmers. Anaïs est née et a grandi en Autriche. Elle a étudié le journalisme en France et la création littéraire au Québec. Anaïs s'intéresse aux liens entre réel et imaginaire, liens qu'elle explore à travers les sciences de la nature et le langage, qui interagissent selon elle de surprenantes façons. Artiste en création littéraire et en littérature orale, elle a fait partie de la formation de contes en musique, Contes érables orchestra, du spectacle littéraire et performatif Manquante, du projet Migration, du spectacle Déjectoire. Depuis quelques années, elle se trouve à la direction du Festival des contes, cirque et musique Contabadour. Elle participe actuellement au projet Danse des écrivains. Je m'appelle Anaïs Palmers.
Je suis autrichienne, c'est là que je suis née et que j'ai grandi. Euh, L'autrichien est donc ma langue maternelle, c'est un dialecte de l'allemand. Euh, j'ai appris le français jeune. J'étais dans une école où on apprenait le français et avec mes amis, dont certains avaient le français comme langue maternelle, on parlait un mélange entre l'autrichien et le français, le frallemand. J'étais attirée par le français, je pense, comme on est attiré par l'autre, par quelque chose qu'on ne connaît pas, par quelque chose qui nous résiste, quelque chose qu'on peut découvrir. Quand j'étais adolescente, je lisais avec beaucoup de passion, par exemple, Boris Vian, et je notais tous les mots que je ne comprenais pas, et je les notais dans un petit carnet, et ensuite, j'écrivais des histoires avec ces mots-là pour bien les mémoriser. Avec Boris Vian, ça ajoute un petit piquant, parce qu'il faut découvrir d'abord si les mots existent vraiment ou pas. La langue, c'est sûr que c'est une richesse d'avoir plusieurs langues, de maîtriser plusieurs langues. C'est un pont, c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi une coupure, parce que si je traverse le pont et que j'écris un texte dans une autre langue que ma langue maternelle, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre ce pont-là. Et il y a des gens qui vont pouvoir prendre un bout de pont qui peut-être parle un peu cette langue-là, mais peut-être ne la maîtrise pas tout à fait. Alors ça peut être étrange, un petit peu, ça peut être un peu douloureux aussi, de ne pas pouvoir partager ces textes-là parfois avec ceux qu'on aime. Après, bon, c'est un peu ça l'immigration aussi, même si, bon, on n'est pas obligé de changer de pays pour changer de langue, comme on vient de le voir. Je pense aussi qu'on est une personne un petit peu différente selon la langue dans laquelle on parle, parce que selon la culture qui est reliée à la langue, selon le vécu qu'on a eu dans chaque langue dans laquelle on a parlé, selon les mots qui existent, mais aussi comment on peut utiliser ces mots-là dans chaque langue. Donc, mettons que je conte une histoire en allemand, en français ou en anglais, ça va être pas tout à fait la même histoire que je vais raconter. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'habite au Québec. C'est sûr que le Québec m'a changé. Moi, m'a influencé, moi, mais aussi mon écriture. J'écris beaucoup en français, mais j'écris aussi en allemand. Et ce que je remarque, c'est qu'en m'éloignant de la langue allemande, je la redécouvre. Je redécouvre l'autrichien, ma langue maternelle. Je redécouvre l'autre et ça me fait beaucoup plaisir aussi. Merci beaucoup. À présent, je vous présente Alix Renaud, lauréat du prix Charles Biddle 2007, du prix de l'Institut canadien de Québec 2012 et du prix Casa Latinoamérica de 2015. Ancien terminologue au secrétariat d'État, écrivain, poète et diseur, il a publié une vingtaine d'ouvrages au Québec et en France, dont poésie, romans, nouvelles, dictionnaires spécialisés. Il se produit en récital depuis plusieurs années, poèmes et chansons en français, créole, espagnol et italien, dans plusieurs langues. Donc, il figure dans des ouvrages de référence au Québec, en Suisse et au Brésil et aux États-Unis. Membre de l'UNEC et membre associé de la FPJQ, je pense, pour les lettres. Il anime depuis 2008 le cercle Gabriel Garcia Marquez de Québec. Et bonsoir tout le monde. Je suis originaire d'Haïti, un pays complexe sur le plan linguistique, ne parlons pas de politique. Alors, comme plusieurs de mes compatriotes, je pourrais dire que j'ai 2 langues maternelles. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que sur le sol haïtien, le créole est né d'un désir pour les esclaves d'origine africaine de différentes tribus, un désir de communiquer. Mais certains historiens y ont vu aussi une forme de résistance, une façon d'embrouiller un peu le colonisateur. Donc, le créole s'est développé de cette façon-là. Mais avec les années, le créole a fini par avoir un statut vraiment très inférieur. C'est qu'on considérait que c'était la langue des esclaves et que ça le resterait toujours. Donc, même après l'indépendance qu'Haïti a prise en 1804, le français a joui d'un certain prestige de la part des élites,
alors que le créole était considéré comme la langue des gens peu instruits ou tout simplement analphabètes. Alors, ce qui a un peu marqué mon enfance, c'est que je disais que je crois avoir 2 langues maternelles. Il se trouve qu'avec ma mère, je parlais plus souvent créole qu'avec mon père. En fait, avec mon père, jamais. Et dans les écoles, le créole était interdit même dans la cour de récréation. Dans ma famille, je me rappelle que mon père m'a adressé une phrase, une plaisanterie en créole quand j'avais 18 ans. Mais avant ça, c'était le français. Donc, dans les établissements scolaires, collège ou autres, on était passible de sanctions assez sévères si on parlait créole, même pendant la récréation. Mais évidemment, on finissait par apprendre cette langue avec des amis dans les rues et un petit peu partout. Ce qui m'a frappé surtout, c'est que le jour où Garneau International a décidé d'organiser des stages interculturels en Haïti, on m'a demandé, en fait, à moi et à ma conjointe Michel, qui est anthropologue et enseigne au Cégep Garneau, on nous a demandé d'enseigner le créole à ceux qui allaient partir, donc les Québécois qui s'en allaient là-bas. On a ramassé quelques ouvrages, on a fait notre mieux, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas systématisé. Et ça m'a donné l'envie de poursuivre ma recherche, et l'intuition a joué pour beaucoup, parce que certaines tournures qu'on emploie spontanément en créole ne se retrouvent pas forcément dans les ouvrages. Il a fallu essayer de décoder, de trouver la règle grammaticale, la syntaxe qu'il y avait derrière tout ça. Et c'est ainsi que j'ai fini par publier 2 ouvrages consacrés à l'enseignement du créole. Et il faut vous dire aussi que ces 2 ouvrages ont eu un succès au Québec un petit peu, mais tenez-vous bien, surtout en Allemagne. Il y a eu des commandes absolument faramineuses qui venaient d'Allemagne, je n'ai jamais compris pourquoi. Et donc, c'est un petit peu ça mon rapport avec le créole. Alors, ce que je pourrais aussi ajouter, c'est que mon rapport avec le créole est épisodique quand il s'agit du créole écrit. Pour le parler, moi, avec des amis, avec ma sœur qui habite Québec, etc., bon, on parle créole, on passe du français au créole, et parfois la même phrase commence en français, se termine en créole, ou vice-versa. Donc, je n'ai jamais vraiment écrit de texte en créole. J'ai par contre traduit certains de mes poèmes, en fait, 2, en créole. Mais j'écris en français. Et je crois, comme disait Adaïs, qui le disait tout à l'heure, on pense de façon différente selon qu'on agit de façon différente selon qu'on parle telle ou telle langue. Je m'en suis bien rendu compte aussi, c'est que la façon dont je peux, par exemple, si je voulais décrire le Québec, je ne le ferais pas de la même façon en créole qu'en français. Donc, c'est un rapport qu'on pourrait considérer comme ambigu, mais qui ne l'est pas tout à fait, parce que celui qui en est le sujet ou l'objet en est très conscient. Pour glisser un mot sur la situation linguistique en Haïti, on peut parler de bilinguisme actuellement. Mais avant cela, pour toute la période de mon enfance et autres, c'est ce qu'on appelle la diglossie, 2 langues concurrentes, mais qui n'ont pas le même statut. Et c'est avec une loi, une constitution en 1987, que le créole a été proclamé langue officielle au même titre que le français. Et l'enseignement se donne actuellement en Haïti en créole, pas partout, mais c'est une langue qu'on ne peut plus ignorer. Et il n'y a plus de mépris vis-à-vis de ceux qui parlent le créole. Et bon, certains préjugés nés de l'esclavage, certains héritages de la colonisation font que les gens étaient très mal vus quand ils parlaient créole. Donc, en arrivant dans une épicerie, si vous adressez la parole aux gens en créole, certains percevaient ça comme une insulte, comme si vous pensiez qu'ils n'étaient pas capables de parler français. Donc, il y a eu toutes sortes de résonances psychologiques qui probablement s'atténuent actuellement. Je ne peux pas vraiment vous parler de la situation linguistique en Haïti actuellement, à part les documents publiés par l'Académie du créole, mais il y a fort à parier que ça a changé énormément depuis et que le créole, donc, occupe une place privilégiée. Et aucun Haïtien n'a honte aujourd'hui de parler créole. Alors, c'est en gros ça le tour de la question. Merci beaucoup, Alice. Merci. Et maintenant, on attendra Nathalie Fontalvo, autrice, performeuse littéraire, comédienne et metteuse en scène, en plus de diriger sa compagnie de création, La Chevalière Errante.
Nathalie Fontalvo est également cofondatrice du collectif de théâtre féministe Les Reines, dont la première création, Point ES, chapitre en soi, présenté à premier acte en 2020, a été finaliste du prix Calque, œuvre de la relève de la capitale nationale. Nathalie s'est produite la même année sur les planches du théâtre Labordé. Elle est autrice et co-directrice artistique de la résidence croisée des créations poétiques Québec-Namur, ainsi que co-directrice artistique et réalisatrice du volet cinématographique du projet littéraire Cosmogonie des corps, du collectif Les Bourrasques. Je suis Nathalie Fontalvo, je suis multilingue, espagnol, français, portugais, anglais. J'ai commencé à écrire vers la fin de mon enfance, puis j'ai écrit toute mon adolescence, de la poésie, du théâtre, un peu de fiction, un journal intime. Toujours uniquement en espagnol, même si je maîtrisais déjà le portugais. Puis mes premières années au Québec ont été les années du silence de mon écriture. L'immigration, ça prend du temps et de l'énergie. Je ne savais pas à ce moment-là, mais je crois que ce processus-là, avec toutes ces attentes puis toutes ces années de flottement, a eu un effet castrateur entre moi et l'espèce de maquis en moi. Ensuite, c'est par la fiction que l'écriture m'est revenue, entièrement en français. Puis, peu à peu, la poésie aussi est revenue, tout aussi en français. Je ne me suis pas questionnée. Je vivais ma vie en français, ça paraissait logique que j'écrive en français. Puis, j'ai commencé le chemin vers la professionnalisation de ma plume sans qu'il ne me vienne jamais à l'esprit que je pouvais écrire en espagnol. C'est pendant mes années au programme en jeu du Conservatoire d'art dramatique de Québec que j'ai commencé à me poser cette question. La première fois qu'un prof a suggéré qu'il était possible que je n'avais pas accès à certaines parties de mon jeu de comédienne parce que le français n'était pas ma langue maternelle, j'étais en tabarnak. Mais avec le temps, à force de me le faire répéter, j'ai commencé à avoir des doutes. Ça se pouvait-tu que je sois coupée de certaines parties de ma sensibilité du fait de ne pas travailler dans ma langue maternelle? Je crois malheureusement que la réponse est oui. Des profs du conservatoire riraient en entendant ça parce que je me suis tellement battue pour que la réponse soit non. Il y a une grande violence qu'on se fait à soi-même en vouloir se couper de certaines parties de soi pour mieux fitter. Puis je pense que je me suis auto-infligé cette violence-là pendant longtemps. Tout de suite après ma sortie de l'école de théâtre, je me suis donc intéressée au bilinguisme, au trilinguisme, au plurilinguisme. J'ai lu plein de recherches scientifiques, plein de documentation sur le sujet, puis il y a plusieurs données qui m'ont manqué, mais j'aimerais vous en partager celle qui m'a convaincue. La neurolinguistique nous dit qu'à différence de toutes les autres langues qu'on peut apprendre plus tard, l'apprentissage de la langue maternelle semble toujours lié à la mémoire procédurale, donc à une forme de mémoire qui ne nécessite aucune prise de conscience. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben voyons donc, imaginez-vous les possibilités de création, d'être en contact avec une langue qui ne passe jamais par la logique et la rationalité. C'est sûr que j'étais coupée de quelque chose. Donc, avec tout ça en tête, il y a 2 ans, j'ai décidé de laisser libre cours à mon cerveau multilingue dans mes démarches artistiques. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'écrire des textes unilingues que je traduirai ensuite, ni d'écrire en fragnole, mais bien de trouver une manière de rendre compte de ce qui se passe dans mon cerveau, de la multiplicité d'essences, des connexions étranges qui se font d'une langue à l'autre, de la musicalité qui est propre à mon univers multilingue. Je n'ai pas beaucoup de conclusions à vous partager sur ça ce soir. Malheureusement, je sens que je suis à peine au balbutiement de tout ça. Ma première publication avec un échantillon de cette idée-là de bilinguisme sort bientôt. Puis je travaille aussi sur une pièce de théâtre multilingue qui n'a pas encore rencontré son public, COVID oblige. Donc, je ne sais pas encore ce que ça donne du point de vue de la réception, mais ce que je sais, c'est que quand j'écris avec cette liberté-là, je sens que toutes les parties de moi sont sur la table. Puis je me vois mal en ce moment de retourner à autre chose. Sauf que je suis aussi consciente que ça rend compliqué la compréhension pour les gens qui ne sont pas bilingues ou multilingues. C'est pourquoi j'ai le pressentiment que j'ai des années de travail devant moi avant de trouver ce que je cherche. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Et maintenant, on entendra Erika Hagenbeyeux. Native de Québec, amoureuse des lieux multiples qui abritent la poésie, Erika cherche par le corps, la voix, la musique et la parole
les espaces où faire émerger les espaces où faire émerger des échanges durables au sein des différents milieux artistiques de Québec. Elle navigue entre le cirque, théâtre à tempo, la poésie, slam cap, la musique, bleu kérosène, la danse et le théâtre. En 2016, elle cofonde le BAM, Bouillon d'art multi, ainsi que le collectif multidisciplinaire Les Bambines. Leur première création, Untouched Land, alias Toi puis ta solitude en sachet déshydraté, est présentée à Premier Acte en 2019. Boursière du programme des mentorats première ovation en art littéraire, elle est jumelée à la poète Marie-André Gill, toujours en 2019. Erika. Bonjour, moi c'est Erika Hagenveilleux. Petite, ma grand-mère paternelle me parle en anglais. Je réponds en français et elle ne comprend pas. De toute sa vie, elle n'apprendra jamais la langue de ses seuls petits-enfants. Avec des amis, we talk in and out of tunnels, entre les arches des langages. Avec mes frères, on joue au ping-pong avec nos mots. Ma mère me confie plus tard son inquiétude de voir mon français contaminé par la langue impériale, malgré qu'elle ait fait sa vie avec mon père, born and raised sur la côte ouest. Enfant, je tiens fort mon identité francophone dans la cour d'école avec les enfants de Shannon et de Valcartier, où l'anglais est la langue commune de nos existences. Je fais partie d'un petit groupe particulier, quelques kids assis à cheval sur quelque chose qu'on ne comprend pas tout à fait, the space in between, le fruit étrange de l'amour entre deux rivalités historiques. Ce sont mes amis, les enfants des amis de mes parents, deux autres familles du coin qui ont elles aussi créé un jardin à la rencontre du français et de l'anglais. Au secondaire, je fais mes cours de littérature anglaise à la bibliothèque, loin de mes amis qui apprennent à structurer les phrases et conjuguer les verbes. Mon cours s'appelait Anglais troisième voie. Pourquoi? Je ne sais pas. La classe est conçue pour la demi-douzaine d'élèves de toute l'école qui sont comme moi, dans une posture où l'anglais a une place difficile à définir et à négocier, quelque part entre première et deuxième. Je rencontre Gaston Miron, Fred Pellerin, Claude Pelgag et toute une tralée d'artisans de la parole québécoise. J'aime goûter ce français texturé dans ma bouche. Je regarde le monde avec des yeux sculptés par des poèmes. Je trouve dans cette langue la vivacité qui me propulse vers moi-même comme une extension au rire large de ma mère. Je considère pendant longtemps que l'anglais est strictement un héritage filial, mon lien à une moitié de ma famille, que j'aime avec férocité, mais qui existe en périphérie, loin dans les Rocheuses, sur un autre bord de mer. C'est surtout ce lien précieux avec mon père, notre lieu privilégié, un espace à nous. Même que je refuse longtemps de lui parler en français, ce serait comme nous trahir, se parler de loin. Avec mes frères, c'est pendant longtemps l'inverse. English for laughing, French for fragile things that live in the kitchen of our throats, best shared with a warm drink and hands held. Je dis pendant des années que je n'aime pas la poésie anglophone, que je ne sens pas le pouls de cette langue utilitaire, expéditive, straight to the point. Anita, ma grand-mère, avant de partir vers les lieux d'où on ne revient pas, m'offre le recueil Ocean de Sue Goyette, poète de Halifax. C'est par ces mots que je peux entrer dans une dimension nouvelle et sortir de la polarité des langages à l'intérieur de moi. M'ouvrir aux lieux où je refusais de chercher la poésie avant. Je plonge en amitié et en amour par le français et l'anglais. Je rapetisse la distance entre mes morceaux de vitrail. Mes langues s'enlacent et se répondent. J'aime et je me dessine entre elles et par elles. Souvent, encore, je ne sais pas comment me positionner en elles. La pression de choisir et préserver une hiérarchie identitaire demeure, mais j'essaie fort de la déstabiliser, l'interroger à la lumière de ben des affaires.
Je vis dans un lac où se mêlent deux langues coloniales, on stolen land. L'urgence est de détricoter mes alliances loin des empires, chérir le velours de mes langues tout en nommant leur immense violence. Je suis encore en suspens dans un espace chargé d'histoire et de ma propre intimité. Je n'ai pas de réponse, seulement à m'apporter des mots décuplés pour évoquer des arbres et les espaces entre nous. Merci. Merci, Erika. À présent, je vous présente Dominique Sassi, est un auteur, interprète de spoken word, de slam et d'ovni théâtro. Il travaille à métisser la musique, le théâtre et la poésie. La nappe phréatique de son écriture est la culture rap. Cette culture, c'est la poésie du quotidien, la phrase percutante qu'on n'attendait pas, le vécu qui ébranle, expressément exprimé en des mots simples pour être accessible à tous et invité au partage. Vous devriez avoir accès à ces spectacles, livraison de poésie pour non-initiés, le Tinder Show 2 et un extrait de sa comédie musicale rap, La République hip-hop du Bas-Canada après la fin du monde. Bonjour, ouais, moi c'est Dominique et le rapport à la langue italienne, pour moi, ben en fait, ça a toujours été la langue de la famille, l'italien. Tellement que quand j'étais petit, c'était la langue uniquement pour le noyau familial et quand c'était l'extérieur, ben c'était le français. Et donc, quand ma famille d'Italie est venue nous visiter au Québec, ben, je leur parlais en français. Puis ma mère me disait, mais non, mais c'est la famille, il faut leur parler en italien. Puis moi, je me disais, ben non, ils sont de l'extérieur, il faut que je leur parle en français. Et bien sûr, j'avais quelque chose comme 4 ans. Puis par la suite, ça m'a frappé encore une fois quand j'étais en Italie, en Sardaigne. Puis là-bas, j'ai écrit pendant 2 semaines un texte et bien sûr, ma famille a fini par me demander ben, est-ce que tu peux nous l'interpréter? Donc, je leur interprète mon texte en français. Et quand ça finit, mon oncle dit à ma tante Matou, hai capito qualcosa? Qui veut dire mais toi, t'as compris quelque chose? Puis c'était comme ben non, évidemment, tu sais, je parle vite en plus, donc ils ont rien compris. Puis vraiment, là, j'ai ressenti que ça m'a fait de la peine de sentir que ma propre famille, avec qui j'écris un texte pendant 2 semaines, ben, ne peut pas l'apprécier. Mais c'est ça, je pense qu'à travers mon écriture, il y a beaucoup la culture italienne, même si je ne parle pas en italien, parce que justement, je pense que ben, en Italie, par exemple, vous allez voir dans l'extrait que je vais faire plus tard de ma pièce, le bar est un lieu vraiment important en Italie, puis moi, dans la pièce, c'est un lieu très central, le bar. Et les gens sont passionnés aussi, vraiment. Ça, c'est quelque chose d'important. Les gens sont passionnés, ils ont le sang chaud. Et ce qui me fait penser encore une fois à quand j'étais en Italie, j'étais là-bas avec mon frère et ma belle-sœur. Et ma belle-sœur voit mon oncle qui, comme à l'habitude, s'engueule avec son ami le midi à table. Et elle est comme, mais de quoi il discute? Puis je suis comme, ben, lui, il pense que les tomates fraîches, ça sera toujours la meilleure chose pour faire de la sauce à spaghetti. Puis lui, ben, il pense qu'il y a telle marque de canne de tomates que c'est meilleur pour faire la sauce à spag. Puis elle en vient pas, ils sont là, tu sais, ils sont presque rouges et suants, tu sais. Puis tout ça, ça me fait bien rire, mais le problème, c'est que moi, quand je monte un peu le ton au Québec, ben, je perds des amis, ce qui est comme un peu moins divertissant. Donc, c'est ça, j'essaie de garder ça pour mes œuvres. Et c'est ça. Donc, au final, je me dis que. Ah oui, aussi en Italie, c'est super intéressant. Je trouve les gens sont encore romantiques en Italie dans le sens que l'art est encore romantisé. Par exemple, moi, ça m'arrive qu'on me présente en disant Ah, l'artiste. Puis je me dis, hey, au Québec, ça m'arriverait tellement pas de me faire présenter en disant Hey, c'est Dominique, c'est l'artiste, c'est Dominique. Puis tu fais comme ah. Non, ben, tu sais, tant mieux en même temps, mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans que j'aime beaucoup l'Italie. Donc, c'est ça, je me conscient en disant que je parle peut-être pas l'italien dans mes œuvres, mais je parle la culture italienne. Merci, Dominique. Écrivain néo-québécois, Salah
El Khalfa Bediari, ex-professeur de sciences physiques. Il est le fondateur des Journées du livre de la diaspora et de la maison d'édition Beroaf, président de l'association des auteurs, je l'ai dit. Il a écrit une dizaine de livres entre poésie, récits et romans, dont La mémoire du soleil et Chants d'amour pour l'été aux éditions de l'Hexagone, et Écrire contre le racisme, en plus d'un collectif publié aux éditions Les 400 coups. Ses plus récents livres s'intitulent Adèle le Sémite ou L'éclipse du printemps aux éditions Beroaf en 2015 et Adèle, l'apprenti migrateur à mémoire d'encrier en 2017. Et merci Nora. Moi, je voudrais juste parler rapidement par rapport à cette question de langue maternelle, parce que c'est pas mal compliqué et complexe, comme le disait tout à l'heure peut-être Alix concernant Haïti. En Algérie, comme vous le savez peut-être, elle a été colonisée pendant pratiquement un siècle et demi par la France, et le français est devenu à une certaine époque la langue de l'école, la langue de l'apprentissage, et les peuples autochtones, pratiquement les berbères. Moi, on dit que les pays de l'Afrique du Nord, ils sont des pays arabes, mais en réalité, la majorité de la population autochtone, elle est de descendance amazigh ou berbère, donc ils ont leur propre langue. Donc, comme dans ma famille, là, tout enfant, moi, je baignais un peu dans plusieurs langues. La langue de mes parents et de mes grands-parents, c'était l'amazigh berbère. Et la langue à l'extérieur, dans la rue, dans le village, c'était un arabe dialectal, populaire, un peu mélangé avec le berbère et un peu avec le français. Et une fois qu'on va à l'école, on apprend l'arabe que je définirais comme l'arabe standard ou l'arabe classique, et toutes les autres matières à étudier et enseigner dans les écoles, c'était en français. Donc, on avait comme 3 langues prédominantes dans notre univers. Et le problème avec notre identité langagière propre, comme le berbère ou l'amazigh, c'est une langue orale, elle n'est pas écrite et on ne l'écrit pas. Et une fois qu'on va à l'école, on va apprendre à écrire dans une autre langue, l'arabe ou bien le français. Et cette problématique-là, par rapport à la création, quand on parle de création littéraire ou autre, dans une langue ou autre, ça pose le problème de la langue maternelle. Pour moi et pour pas mal d'écrivains, de créateurs algériens aussi, ça posait comme un problème assez complexe par rapport à l'expression de cette langue-là. Parce que une fois que tu vas produire dans une langue autre que ta langue maternelle, tu te poses des questions. Hein, tu dis, moi, je suis en train de servir une langue qui n'est pas la langue de ma mère. Et je ne sais pas si vous connaissez des écrivains comme Kateb Yassine ou Haddad en Algérie. Ils ont écrit, ce sont des grands écrivains algériens reconnus un peu partout dans le monde, en France. Mais à un moment donné, ils se sont posé la question, ils disent, pourquoi nous, on écrit dans cette langue-là qui est lue par des Français ou bien par une certaine élite algérienne, alors que ma mère et mon père n'ont pas accès à cette création-là. Et j'avoue que moi, ça m'a posé ce problème-là a été posé aussi pour moi. Hein. Je suis arrivé ici au Canada, aux États-Unis d'abord, ensuite au Canada en tant que réfugié, et je voulais m'exprimer, je voulais dire des choses par rapport à ma situation. Hein, en arrivant en Amérique du Nord, et je me disais dans quelle langue là je vais parler, je vais m'exprimer.
je suis aux États-Unis, j'arrivais, je ne maîtrisais pas vraiment la langue anglaise, donc c'était difficile pour moi de rester là-bas. Je dis, ah, peut-être au Québec, ça va être un peu plus facile, donc moi, je maîtrise une autre langue, le français, je peux aller là-bas et puis m'exprimer. Et c'est ce que j'ai fait, je suis venu ici et tout de suite, j'ai écrit dans cette langue-là. Quelques années plus tard, la question est revenue. Pourquoi écrire dans une langue autre que sa langue maternelle? C'est-à-dire ce que je fais, moi, pour mes enfants, oui, ils sont là, ils vont le comprendre, mais pour mes parents et grands-parents, ça va être une autre histoire parce qu'ils n'ont pas accès à ce produit de création. Donc, cette question, pour moi, elle est assez complexe, assez emmerdante pour moi, comme pour d'autres écrivains algériens qui, à un moment donné, arrêté complètement d'écrire dans cette langue et puis ils sont allés vers le vernaculaire, vers l'arabe algérien dialectal de tous les jours. Ils ont écrit des pièces de théâtre parce qu'ils voulaient parler à leurs compatriotes dans leur langue maternelle. Ça pose vraiment un gros problème d'identité de la personne en s'exprimant dans une langue autre que sa langue maternelle. Alors, tout ça pour dire, c'est problématique. Excusez-moi. J'ai vraiment pensé à cela et réfléchi, écrit des choses par rapport à l'expression dans une langue autre que la langue maternelle. Et je peux parler pendant des heures par rapport à cela. Mais pour le moment, je pense que j'ai dit un peu le résumé de cette situation-là. Merci. Oui, merci beaucoup, Salah. Et maintenant, c'est le tour de Nora Table. Native du Caire, d'origine gréco-libanaise et franco-géorgienne, Nora vit au Québec depuis l'enfance. Exilée de deuxième génération, elle observe le monde, tente de décortiquer les comportements. Hantée par ses multiples dépaysements, elle s'intéresse aux quêtes identitaires, aux séquelles des guerres et des violences. Lauréate et finaliste de plusieurs prix de poésie au Québec et à l'étranger, elle est l'auteur de 8 recueils de poèmes, d'un recueil de contes et nouvelles et de 2 romans. Son plus récent recueil, Mort debout, apparu en 2020 aux Écrits des Forges. Elle est vice-présidente au Centre québécois du PEN international. Oui, alors comme a dit Natia, je suis née au Caire, en Égypte, et je suis un peu comme une Macédoine d'origine multiple. Et j'ai grandi ici, en fait, à Ville-le-Moine. En Égypte, j'étais dans une école, en fait, qui était quadrilingue. Et, mais la langue maternelle à la maison, c'était le français. Ce qui fait que, en fait, avec toutes ces origines multiples de mes parents et tous les dépaysements, j'ai l'impression d'être de partout et de nulle part, mais je me suis toujours sentie québécoise. Et à la maison, mes parents, leur langue maternelle, c'était le français, mais en fait, mon père nous parlait à la maison en arabe parce que c'était la langue du pays et il fallait en fait se débrouiller pour pouvoir communiquer. Mais ma mère, c'était une autodidacte et elle maîtrisait la langue française encore mieux que les universitaires, que certains universitaires. Et elle nourrissait pour elle une passion qu'elle m'a transmise et qui était comme par contagion pratiquement. Quand nous étions en Égypte, vu que j'avais beaucoup de difficultés avec l'arabe, mon père m'avait fait suivre des cours privés, mais je ne sais toujours pas ni l'écrire ni le lire. Et je suis retournée pour la première fois en Égypte en 2009. Je me débrouille un peu en égyptien, en fait, mais j'ai un vocabulaire d'enfant, un arabe des rues, si vous voulez. Mais quand je suis arrivée là-bas, les mots petit à petit me sont revenus de façon naturelle. Les chauffeurs de taxi, d'ailleurs, qui me prenaient pour une touriste, et ils étaient toujours un peu éberlués de m'entendre parler égyptien. Je pourrais dire quelques mots. Betkallem Shwayet Masri.
mais c'est vraiment avec l'accent typique du pays. C'est la seule place au monde où on parle l'arabe de cette façon. Tous les autres pays, c'est très différent. En 2013, je suis allée au Liban et j'ai été bien étonnée d'entendre mon oncle, ma cousine et ses amis parler français, anglais, arabe dans une même phrase, du style Hi, kifek, mabrouk, merci, merci habibti, qui veut dire bonjour, comment vas-tu, félicitations, merci ma chérie. Ça, c'est dans la même phrase et je me souviens vaguement, en tout cas, de quand j'étais enfant, parce que le français, c'était aussi la langue des salons en Égypte, tout comme au Liban, tout même en Roumanie, c'est le français, même en Russie, c'était la langue des salons dans les époques un peu plus lointaines. Et il me revient parfois des souvenirs où justement j'entendais ma mère avec ses amis ou de la famille, puis le français et l'arabe étaient mélangés. En fait, mon père avait choisi de s'exiler au Québec parce qu'on parle le français en majorité. Mais pour nous éviter des ennuis à cause des conflits linguistiques qu'il y avait à l'époque, même s'il y en a encore aujourd'hui, lui nous disait, il nous avait donné une consigne vraiment stricte, c'est de dire que nous étions libanais quand on parlait aux anglophones, mais dire que nous étions français quand nous parlions à des francophones. Et ça, c'était pour éviter de nous trouver embourbés dans des chicanes linguistiques. C'est sans doute pour ça, je ne dis pas peut-être, mais plutôt sans doute pour ça, que le déracinement, l'exil, la quête identitaire transparaissent dans mes écrits d'une façon, en fait, j'en ai pris conscience que beaucoup plus tard, parce que j'ai eu un de mes beaux-frères qui m'a dit « Ah, ben il y a une quête identitaire là-dedans. » J'ai dit « Bon, c'est vrai, je n'avais pas cherché à le faire. » Mais je pense qu'on écrit avec qui nous sommes. Et je me souviens aussi, toujours pour la question linguistique, mes parents répétaient souvent c'est très important de pouvoir parler plusieurs langues. Et d'ailleurs, à l'école où nous étions, ma sœur et moi, c'était la langue première, c'était l'allemand, que j'ai oublié. Ensuite, langue seconde, c'était l'arabe. Puis après, ben, il y avait le français, mais comme on le parlait à la maison et ma mère le maîtrisait parfaitement. Et il y avait l'anglais par-dessus le marché. Et c'est donc en revenant, en arrivant au Québec, j'ai appris en fait à parler de mieux en mieux l'anglais à travers le petit écran. Et plus tard, l'espagnol s'est ajouté à la liste parce que j'ai vécu 2 ans au Honduras. Et on ne parle pas français là-bas du tout. Ce n'est pas comme dans certains pays où le français est de mise. Par exemple, quand j'ai été au Maroc pour 3 ans, bien que là-bas, on parlait l'arabe, le berbère, l'amazigh, la langue commune de communication et même des affaires, c'était le français. C'est toujours le français. Au décès de mon père, c'était à peine 1 an après que nous étions arrivés. J'ai son frère, mon oncle, qui habitait à Paris à l'époque, et il a pris le relais donc pour assurer une relève paternelle dans la famille. Et il venait chaque été après été, il venait et il nous soumettait à tout coup pendant les vacances estivales. Il nous soumettait à des dictées érudites. C'était vraiment des dictées, il fallait pratiquement tous les jours répondre et faire, il nous corrigeait, puis il nous faisait réécrire les règles, comme c'était à l'école dans le temps, quand il y avait des fautes, on l'écrivait 10 fois pour s'assurer qu'on maintenait, qu'on referait plus les fautes, en fait. À mes 15 ans, en fait, mon oncle m'a offert Au bonheur des dames d'Émile Zola et ça a été véritablement mon coup de foudre avec la littérature. Il m'a fallu tout le lire et après, on suivit tous les grands écrivains. Et c'est pour ça, je pense que je voue une véritable passion à la langue française.
Je le dois à ma mère et à mon oncle. Et mon rapport à ma langue maternelle est vraiment soudé et ça vient avec le titre de cette activité, de cette rencontre que nous avons. C'est vraiment soudé à l'histoire de ma famille. Merci. À présent, j'aimerais bien vous présenter Mattia, donc d'origine italienne. Mattia Scarpula vit au Québec. Il écrit de la prose et de la poésie et parmi ses publications, le recueil de nouvelles Préparation au combat chez Hashtag en 2019 et son premier roman Errance chez Annika Parence Éditeur en 2020. Dernièrement, il a co-dirigé le collectif Épiderme, Tête Première. Ça va paraître à Tête Première en 2021. Il est titulaire d'un doctorat en arts, spécialité volet recherche et création à l'Université Laval. Il organise des ateliers corporels d'écriture. Depuis 2020, il est membre du conseil d'administration du Centre québécois du PEN international, PEN Québec. Et en avril 2021, paraîtra son recueil poétique Au nord de ma mémoire chez Annika Parence Éditeur. Première trace. En 1583, dans la ville de Firenze, l'Accademia della Crusca est créée. À l'origine, on a 5 fondateurs. Ils choisissent pour les peuples de la péninsule italienne. En effet, l'État-nation Italia n'existe pas encore. Ils choisissent que le dialecte toscane est le plus pur parmi les dialectes italiens. Ces langues, on les appellera dialectes italiens plus tard, quand l'Italie existera. L'Académie doit décider, inventer un parti, identifier et ensuite préserver la pureté d'une langue, la lingua italiana. Les exemples littéraires qui sont la preuve que le dialecte toscan est plus noble et parfait que ceux piémontais, siciliens, fruilans, etc., sont des auteurs toscans, Dante, Pétrarque et Boccaccio. Dans les anthologies de littérature italienne de l'école secondaire, on nous faisait étudier ces 3 auteurs comme l'écriture fondatrice de la lingua poetica et letteraria italiana, tout en effaçant la mémoire des autres cultures de l'époque. Deuxième trace. De 1848 à 1870 a lieu l'héroïque Risorgimento. Cesare Balbo et Massimo d'Azeglio, entre autres, expliquent par leur livre que le roi de Sardaigne, qui appartient à la famille des Savoie, la monarchie qui sera en Italie pendant presque un siècle, est destiné par les dieux et par les peuples à unifier les États de la péninsule italienne dans une seule nation. Mazzini, Cavour et Garibaldi, avec l'aide de Napoléon III et de la puissance française, pensent une idée d'État italien et procèdent aux guerres qui permettront la naissance de la nation Italia. Les territoires qui appartenaient à l'Empire austro-hongrois deviennent italiens. Les territoires qui appartenaient aux Bourbons deviennent italiens. Les États pontificaux deviennent italiens. L'Italia est nata. Troisième trace, Première Guerre mondiale, 1914-1918. Beaucoup de soldats dans les tranchées. Ces soldats, théoriquement italiens, ne parlent pas l'italien. Mais la guerre permet des flux migratoires qui ont comme conséquence que des soldats doivent réussir à se comprendre entre eux. Et du coup, ils créent en italien plein de mots dérivant de leurs dialectes respectifs. Quatrième trace, à rebours dans le temps. 9e siècle après Jésus-Christ. La conquête musulmane de la Sicile a lieu. Façonne à jamais la culture de l'île pendant plus de 100 ans. Pourtant, après l'année 1000, commence une nouvelle conquête, celle normande. Questionnement. Si les guerres, les mariages entre les familles monarchiques, les échanges commerciaux s'étaient concrétisés différemment, peut-être qu'en novembre 1980, quand je suis sorti du ventre de ma mère, j'aurais pu ne pas entendre parler italien. J'aurais appris une autre langue. Et peut-être aussi n'aurais-je pas grandi dans une culture chrétienne et catholique. Est-ce que j'aurais été moins ou plus heureux dans un monde non italien? Va savoir. Alors, nous vous remercions tous. Merci, Mattia. Nous vous remercions pour ces témoignages.
À présent, nos invités vont lire leur texte, leur langue maternelle et en leur langue maternelle et en français, en commençant par André Lévesque-Sioui. Comme vous êtes tous et toutes inspirants et inspirantes. 23 octobre 2020. Anna Ndarki Wasen Ndarki Skare. 44 ans que maman nous a quittés. Aujourd'hui, papa, on hua entate ha istin. Tu aurais eu 80 ans. Atere iwasen skat iskare. Atere iwasen skat iskare. Tu aurais eu 80 ans. Ce jour m'enfante à nouveau. Wato. Vous êtes derrière moi maintenant. Desa daesquak. Vous êtes sous mon pas. Vous me soulevez dans mes trébuchements, vous me souriez lors des grands jours et quand la nuit vient. Ayakwasti inde hiwen tatoyen tisha asontahion. Vous veillez jusqu'à mon sommeil profond, askenonia, pour réanimer une langue morte. Pourquoi réanimer une langue morte, me demande-t-on? Taochten hiawenda, parce que je ne peux plus ramener ma mère à Nain-un, parce que je ne peux plus réveiller ma grand-mère à Chiuta'a, parce que je ne peux plus entendre rire mon père Ha-Istin. C'est toute une maternité, plusieurs générations de femmes et d'hommes que l'on ramène à la vie. Leur souffle endormi s'éveille en nos bouches impatientes. Leurs histoires tues vibrent en nos corps sonores, en nos langues métissées. Des mots fléchés d'un doigt à l'autre, O Ndia Hihionresa. Nos mains porte-parole muettes depuis 150 ans tissaient nos histoires que personne encore n'a déchiffrées vraiment. Wampum de Hiawenda, de Hiatista Shaunda, te Wendihues Atiarenta, Yaronhia, Wechta, Ondiniechta, Enruta Iuchti. Ceinture de mots aux couleurs de feu, aux flèches taillées pour la gaine, aux flèches dégainées en éclairs jaunes et bleus, rouges, blancs et verts, aux flèches de taille faites pour gainer. Flécherande Wendat de l'ombre, une langue de perdu 1000 fils pour la retrouver. Suivre le fil et la trame dans une eau de main un puits de métier. Reprendre le fil là où on l'avait laissé. Redevenir des flécherandes de mots, une lettre après l'autre. Une syllabe à la fois, plusieurs fois les lettres telles des fils de notre histoire. Yaresa. Yata tiata onhiwawenda ihyaas. Yatri hotats sase ndeta. Langue longtemps parlée, chantée, entendue, répétée, écrite, traduite. Finalement expirée une dernière fois. Telle la complainte interminable d'un loup dans une nuit sans lune. Alors la brume épaissit le silence des sous-bois, Yarha. Puis le matin s'arrose et dépourvu des anciens mots pour la remercier, Tiawank. Puis le grand jour, Inta, et les grandes saisons et tous les règnes sans leurs oraisons habituelles. Puis une nouvelle façon de voir le soleil se coucher, Winta, Hiandisha. Descendre, tomber, disparaître, tourner, basculer vers des sons autres, vers d'autres rétrécissements de l'oralité, puis ces marques noires sur une blancheur nouvelle pour se raconter sans se souvenir par cœur. Puis la ceinture nous métissant les entrailles pour ne pas sombrer sous la bourrasque d'un ventre ouvert, l'antre menaçant de se vider de sa mémoire sonore. Yarahkwi onwahti. Aujourd'hui, papa, tu aurais eu 81 ans. 44 ans que maman nous a quittés. La perte de la langue fut la plaie béante qui a enfanté des métisserandes, porteuses de fils conducteurs, de sens neufs qui n'en finissent pas de sortir. Aujourd'hui, ce jour m'enfante à nouveau. Onhua, ahiatonia wato, yaatayen tsik femme ciel, tes enfants rejaillissent, le Verbe se fait chair. Tiawank. Je vais lire un texte en français et allemand, en fait autrichien, en fait viennois, plus précisément, car chaque place a ses particularités. Elle dit « Ouah ». Ne vous étonnez pas si parfois elle dit « Ouah ». Elle pourrait dire beaucoup, très, mais elle dit « Ouah ». Elle pourrait dire « full ». À la campagne et dans les autres villes, ils disent « fouille ». Mais la viennoise dans ma gorge dit « ouah ».
In meinem Mund sitzt eine Wienerin. Dort ist sie geboren. Doch auch in Wien fragt man meine Wienerin, woher sie kommt. Ihre Aussprache sitzt, aber nicht ganz, klingt etwas verschoben. Wir reden, aber der Gegenüber fragt sich die ganze Zeit nur, woher denn der kommt, der in unserem Rachen sitzt. Wir reden, aber die ganze Zeit schon schaut sich der Gegenüber den Rachenmann an. Wir haben Verwandte bei unseren Nachbarn oder weit weg. Wir sind gestrickt aus Ländern und Sitten und Speisen und Arten, wie man das R ausspricht, offen oder wo am Gaumen. Die gemeinsamen Münder werden zu Wächtern und schauen sich gegenseitig beim Sprechen zu. Doch deine Wiener Rachendame ist hier so weit weg von zu Hause, dass sich niemand wundert, wie viel Not denn im Mund ihrer Nachbarn sitzt und aus wie vielen Fluchten die zusammengenäht wurden. Nos langues secrètes, nos berceuses, les mots d'amour et de révolte, les nôtres. Ça ne plaît pas toujours, les nôtres. Alle alten Vorurteile freuen sich, wie Schneekönige, wenn sie einem in den Mund blicken können, so gründlich, als ob sie einen vielleicht kaufen könnten. Rachenvölker, die es kaum noch gibt, ja, das gibt es hier auch. Meine Rachendame lächelt und sagt, wir haben es gut. Bei uns sind die Vorurteile klein und außer natürlich der Geschichte mit dem kleinen Mann und dem Bart, aber der Akzent diskret. Wir schauen dem anderen beim Sprechen zu. Wir sind nicht anders. Auch wir schauen und staunen und wundern uns. Elle dit, parfois elle dit, ne vous étonnez pas si parfois elle dit, elle dira abricot, mais elle ne dira jamais apricose au lieu de marille ou Pfannkuchen au lieu de palatschinke. Ce sont des mots de langue allemande, mais de dialectes différents, et parfois ce sont nos voisins dont on observe la dentition avec le plus de précision. Elle dit Parfois, elle dit Elle pourrait dire foule. Ailleurs en Autriche, ils disent fouille, mais la viennoise dans ma gorge dit Parfois, elle dit heute. Et alors, dans la même phrase, elle dit Elle dit heute au lieu de dire men, au lieu de dire dude. Elle dit heute. Et parfois, elle dit Herst. Elle dit Herst au lieu de dire esti. Ça se dit bien Herst. Et parfois, dans la même phrase, elle dit Herst et heute. Des petits mots de rien, ça ne fait pas un langage ni un peuple. Tatouage dans nos bouches. Tätowiert an unseren Gaumen. Hier spricht die Rachendame nicht die Sprache deiner Mutter, doch manchmal zum Beispiel, nach 1 oder 2 Gläsern Wein, vergisst sie auch das Land, wo sie jetzt sitzt und reist. Und sie sagt, oh je, und naja, und sie nimmt auf einmal einen Akzent, der weder ganz ihrer noch eurer ist. Vielleicht hat sie ihn vereint, vielleicht hat sie ihn getroffen. Vielleicht erinnert er sie an etwas oder jemanden. Vielleicht ist die Rachendame nur müde und sitzt heute tiefer in der Kehle. Es ist, als ob sie sich verkleidet hätte. Und der Gegenüber schaut erstaunt auf ihre neuen Manieren. Jetzt ist ihr alles wurscht. Sie ist ja auch nicht Sprachwächterin, als ob ihr die Sprache entschwinden wollte. Elle se secoue et rit. Parle, trébuche, troque un ch pour un U pour un OU, se rattrape, trébuche encore. Il n'y a d'habitude pas de SZ dans cette phrase. Ne vous étonnez pas si parfois, elle dit Elle pourrait dire foule. Ailleurs, ils disent fouille. Mais la viennoise dans ma gorge dit Alors, 2 courts textes en français et un autre en créole. De ma fenêtre. De ma fenêtre, j'ai vu passer au clair de lune un pendu qui croquait à belles dents le crâne sanguinolent d'un législateur. Puis un écorché vif est passé qui criait par-dessus les toits. C'est la résurrection des parias, des faux coupables, des damnés, des persécutés, des estropiés de la vie. Braves gens,
Ce sera sur la place des morts sans savoir pourquoi ni comment, un festival de feu, de sang et d'amertume, un carnage divin, un party de tous les diables pour tous les saints. Je servirai moi-même des gâteaux à la chair coupable, de petits pains aux consciences lâches, de fausses vertus marinées, de fausses probités à la sauce béarnaise. Et nous prendrons joyeusement pour des lanternes des vessies de mangeurs d'hommes. Braves gens, n'oubliez pas, à minuit précis, un juge rendra l'âme dans le cœur d'un poète. Demain, tu seras mort peut-être. Tu dis cela comme une chose toute simple, naturelle, aisément imaginable avec un peu de bon vouloir. On voit que tu n'as pas l'habitude, l'expérience de ce genre de choses. Tu n'as pas le bâillon d'être passé. Et moi non plus, et pourtant, en vain nous chercherons à la boutonnière du jour un signe de ce deuil, car le jour est lumière et marche dans le compromis séculaire du temps et de l'espace. Ô toi qui grandis à la vie nantie de chères inepties. Mais demain, les mêmes mots flotteront sur les lèvres. Les mêmes cris se perdront dans le halètement stupide des bielles. Les mêmes doigts se coinceront dans l'engrenage. Car les broyeurs sont nés de la pensée des hommes pour broyer les hommes. L'asthme de l'atelier embrasera le vent léger par-dessus nos têtes éclatées pour la gloire ultime du chiffre. L'incohérence s'est faite chère. L'ermite s'est fait diable. Mais qu'on te pende 3 fois encore si tu n'arrives pas à péter le béton noir du ciel. Le plus surpris des dieux ne sera pas celui qu'on pense. Et pour finir, l'adaptation créole que j'ai faite de mon poème Grâce. Et en créole, c'est Bénédiction femme. Bon Dieu béni, oui femme. C'est vrai, bon Dieu béni. Corps chaud, corps douce, c'est non mon cas sauvé. Vous connaissez bon Dieu béni. Chaque fois que vous voyez monter, prends plaisir, oui. J'en connais femme, ça bon pour moi. Si mes éclairs n'en rien. Ces femmes qui n'ont vrai, bon Dieu remet, c'est celles-là où jouit m'y a la foi. Parce que corps sont l'hôtel, pour la prière, toutes anges, tout diable. Chaque gouilladou, son loi, quand m'éveille, ou bien fin débordé, m'pas connaît. Si m'se chandelle, c'est où flamme. Bonjour pour nous sabouler. C'est pas des babiers sous chobolotou. Boire sous ce langue moins fine enragée. C'est non, livré. Pas qu'on ait des safs comme ça. Ou mettre les non, bon, relais, pifa. Ma vie. Merci. 4 langues habitent en moi. L'espagnol de mon enfance, de mi maman, de mi abuela, de mes tantes. Femmes de l'aube, de sudor, de sal, d'arena, qui brandissent des sourires comme des prières, la tête taillée par l'habitude de porter sur elle el peso de los hombres y sus guerras. En espagnol, pas de classe, un poco corroncho. Une langue qui parfois me fait mal, surtout quand je pense au dernier rire de ma mère, aux mots que j'ai enterrés avec elle, aux chambres sans porte, à l'odeur del café, à l'humidité sur ma peau, à las novelas de la abuela, aux mots que je dis plus, eche, no joda, niño Dios, arroz con coco, panela. À ce qui se calcifie en moi chaque fois que mon corps m'écrit « Por favor, devuélveme al mar ». Retourne-moi à la mer, s'il te plaît. Ensuite, il y a le portugais, la langue de mon père, de mon adolescence, de ma grossesse, de l'hôpital, de l'insomnie, de la policia. Ma langue épique, celle du soccer, de Romário, de Roberto Carlos, da samba, de feijão, da praia, da Tijuca. Des milliers de chutes de petits mots, puis des grands mots, sucrés, salés, croquants, lumineux. Jamais tout à fait à moi. Nunca realmente estrangeiros. L'anglais vit aussi entre mes côtes. Comme un grand frère,
trop grand pour qu'on soit proche, trop frère pour qu'on s'ignore. En anglais qui est à la fois les méchants impérialismes américains puis des histoires, des personnages qui me peuplent. Puis il y a le français, la langue de ma vie adulte, celle que j'ai choisie pour vivre. Un français qui appartient pas à une seule saison, qui prend son temps à se raconter, qu'on ne veut pas toujours entendre, qui ne s'émaille pas sur un morceau de terre transmis de génération en génération. Mon français rapaillé, mon accent tout croche. Puis la question qui me revient, ¿en qué idioma le escribo a mi hijo? Dans quelle langue j'écris à mon garçon? Il a grandi à l'ombre de mes errances, le goût de l'érable devorando los huesos, l'envie du large dans sa poitrine, l'espagnol en bandoulière, escopeta de palabras propias, de discos nuevos, sentido grabado donde las preguntas se encuentran con el tiempo, les notes graves de son québécois comme un ruisseau en juin. Je comprends son vertige, puis son silence, puis la peau qui s'érisse aux premières chaleurs du printemps en souvenir de cet après-midi de décembre, du temps de véranda, con los mecedores y la abuela, y las naranjas, y las ciruelas. Nous nous retrouverons peut-être, quelque part entre les brises-glaces y las iguanas que atraviesan las casas en cueras. Nous parlerons alors notre langue, celle qui existera entre nous. There is a song in my hand, the spider web of melody as I touch your face. We both know it to be a blanket and a fishing net, a large cloth for catching the sea creatures of our dreams. J'aimerais souvent te dire ce que je vois dans les sièges des autos qui passent, te parler de mes élans de bord de mer. Le ultramar est une destination soleil pour les jambes de ceux qui ne prennent pas de bain. You, for one, do not like baths, but you do it anyway. You put a timer on, resist the urge to get out before it rings. Soaking is a way to be born again. J'aimerais souvent te demander de cueillir les fraises dans mes cheveux, que tu fasses une tarte avec du sucre, de la rhubarbe et les choses secrètes que tu vois de tes yeux. Il y a plusieurs bibliothèques ici dans mes bras, mais tu ne viens plus t'y asseoir pour lire les dimanches. You are distracted. You forgot your lunch in the parking lot. You drive around looking for a tree that could tell you back to yourself. Je mets mes bottes pendant que tu rebâtis ton visage. Il faut décider de la bonne texture pour tes joues. Tu hésites entre pêche et abricot avant que le Canac soit en rupture de stock. Je fais le tour du quartier en attendant de savoir s'il y aura encore la chambre avec 2 fenêtres pour moi dans ton cou. If you tear it down, I'm not sure I'll know how and where to sleep for a while. We put on 2 pairs of socks in the morning now. We know our hearts are damp rooms full of fog. Our feet turn into wool as we walk into strategies to stay warm. Je remplis mes coudes de braise pour continuer à ramer. Tu ris ton rire d'étoile. We look for the horses of home, even if we do not yet know their names. Merci. Les gens, ils se voyaient dans la souffrance de Miron. Faut les dire nos problèmes pour les conjurer. Dopo 200 anni di lotta, siamo ancora allo stesso punto. Il y a 26 ans entre le printemps érable et la révolution ben chill. Il va falloir que tu t'attelles. Se ci vuole così tanto tempo è perché noi, ribelli, passiamo più tempo a discutere bevendo della birra acida a $12 che a combattere regole stupide come la loi sur les Indiens, che permette allo Stato di trattare gli aborigeni come se fossero dei minori, o il karaoke obbligatorio.
Yo, tu penses que je fais mon mémoire pour rien? Je veux que les gens catchent que j'ai catché en lisant Miron, que ce qu'ils voulaient comme pays, c'est juste jamais arrivé. Ou peut-être que c'est désarrivé. Est-ce que c'est possible? On l'a été, ce pays, pendant un bout, mais on ne l'est plus. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est pas maintenant les humains libres dans un pays libre. C'est ça. Nos indépendances sont toujours à refaire. Ah, sei carino, Zach, quando ti lanci nei tuoi grandi principi. È come al chalet di Mark quando hai dichiarato che la persona che ha comprato il burro di arachidi cremoso sia castigato. La nostra comunità ha bisogno del vigore del croccante. En attendant que le monde soit prêt à agir, à combattre, faut rester solide, se craquer en nous et bang! On fera des discours sur la centralisation de la cassonade qui profite juste aux babouins au top, sur l'augmentation des heures de fouettage qui profite juste aux babouins au top, sur la pensée monolithique qui profite juste aux babouins au top, qu'on va les virer sur le top pour qu'ils soient back dans le bas. Des discours si intenses et enlevants que les citoyens et citoyennes vont changer de phase. Con le nostre piccole azioni relax non faremo sciogliere granché. Ti ubriachi con le tue stesse parole. T'es bien rochante. Tu parles de la beauté de la lenteur, mais tu spins dans ta roue comme un hamster sur le crack. Même moi, tu me gosses. Hein? Vas-y, ma hipster full radical cool, tu ne te rendras pas au corps de ce que le FLQ a fait et tu n'auras même pas la noblesse de venir des quartiers pauvres. Pendant que tu joues à la guerre imaginaire dans tes fantasmes de Che Guevara, moi et d'autres chillers politiques, on écrit des pensées comme cacher des limes en métal dans le pain des prisonniers. On écrit pour créer une culture de la lenteur. On écrit pour stopper la modification de nos institutions, remplacer Robert Nelson IV, puis prendre le pouvoir. Nous sommes la contre-culture. Scrivere è il tuo piano di evasione. Ricevessi un grano ogni volta che un amico pubblica un saggio, sarei milionaria. Invece mi va male, sono povera perché devo comprare i loro maledetti libri che mi costano 40 sacchi. Cazzo, l'ultimo che ho letto era numerato come se fosse arte visiva. Una tiratura di 30 copie. Se ne vendono talmente pochi, porca miseria. Tu me cognes l'érable à soir? Le mal de terre en bandoulière, l'exil au dos. Je ne reconnais plus ni le vert du pays, ni le rouge de la nation. Malgré la persistance du même éclat argenté de cette nuit-là, la peur du gouffre au cœur, la planète promise au placard, je quitte à jamais le clair de lune et le mirage du sable. Pilées, stratifiées, toutes mes couleurs de fer et de miel enfuies, tues et cachées à jamais, coulant dans l'histoire de l'eau. Quand je trempe ma plume dans votre langue, des lettres gauches surgissent de l'encre noire, charriant le substrat de ma langue maternelle, s'incrustent dans le papier jauni par les siècles d'oubli, comme des sillons creusés par un socle d'or et d'acier, de liberté imprégnée et aux flancs parés de 1000 fanions fleuris pour vous dire « je suis là ». عندما أغمس ريشتي في لغتكم أحرف يسارية تنبع من الحبر الأسود جارفة عبق لغة الأم تدمغ على الورق المصفر من قرون الغيب كأخاديد حفرها محراث من الذهب والحديد ومخضبة بالحرية وخصراتها مزينة بآلاف الحريات لأقول لكم إنني هنا بينكم.
c'est qu'elle me manque dans les pores de ma peau et dans les rainures des veines qui les parcourent. C'est qu'elle emplit mes nuits en lettres dorées qui suintent le long des vieux minarets. C'est qu'elle étreint ma liberté depuis l'Antiquité. C'est qu'on ne se baigne plus dans le même soleil, ni dans le même ruisseau qui coule pourtant partout. La langue répand le miel, l'esprit prise l'opium enfin. Je touche, palpe et froisse sa peau. Je couche des mots de soie sur son buste, caressant le tracé de ses petites mains qui m'ont hanté de longues et obscures tentations. Je parle la langue du feu. Mes mots amorphes, déformes et ivres, livrent en vrac l'aridité d'une décade de cendres. À la surface de l'eau, croisent ces paroles qui dansent et sèchent l'âge froid des pupilles sauvages. Ces mots effleurent mon torse et ma poitrine, me léchant au dos, au nez, au front, aux arcades, un festin, une langue faste et danse des palais. Merci. Homme de sable, Men of Sand. Sous le phare, camouflage des couleurs, fade promesse, tissu lumineuse. Visible à l'œil, un ongle fendillé, peau morte. Au seuil de l'horreur se dénude la jeunesse, d'écorchures fourbues. Under the makeup, camouflage of colors, bland promises of light, visible to the eye, a cracked fingernail, dead skin at the threshold of horror. Youth is stripped, foundered with abrasions. Sous les sourcils, lourdeur des paupières. Iris de charbon dans une cohue de membres arrachés, éparpillés sur la place publique. Étalage de la peur. Under the eyebrows, heaviness of the eyelids, iris of coal. In a crowd of limbs, torn, scattered, at the public square, display of fears. Au seuil des décombres, corps à corps du pouvoir. Pudique, une chaussure a perdu sa sœur. At the threshold of rubble, melee of power, the modest shoe has lost its sister. Sous les foulards, cheveux éteints, rouge à lèvres sans éclat, arabesque au henné, gouttelette insoupçonnée, fluent dans des éclaboussures de rimel. Under the scars, dull hair, faded lipstick, henna arabesques, unsuspected droplets, flowing in splashes of mascara. Au seuil de la chair, duel, maculation de désespoir. At the threshold of the flesh, smudges, duel of despair. Les sangsues s'abreuvent, doucement, tout doucement. The leeches drink slowly, so slowly. Quel jour sommes-nous? Si ce n'est toujours le même, sang à flot de blessures, plaies, tout sourire aux continents aveugles. What day are we, if not always the same one, blood streaming in wounds, plagues at all smiles, blind to continents? Quel jour sommes-nous si ce n'est celui de la rugosité du sable, la peau à fleurs de scorpions venimeux, pince déchiqueteuse de chair au soleil? What day are we, except the one of the roughness of sand, skin flushed with scorpions, in the sun their clips shredders of flesh?
Quel jour, alors que descend la noirceur, des hordes barbares, de ceux qui savent tout, de ceux qui inhument Dieu sous leur crasse de saphir. What day when darkness descends with barbarian hordes of those who know everything, of those who bury God under their grime of sapphire. Quel jour alors que les cités d'or se sont obscurcies de larmes filandreuses, de ceux qui ne rêvent plus qu'au défigurement de leur mère, de ceux dont la voix s'est perdue dans la bouche des canons. What day, while the cities of gold are dimmed with stringy tears, of those who no longer dream but of the disfigurement of their mothers, of those whose voices got lost in the mouths of cannons. Quel jour dans la vastitude du temps invincible, si ce n'est celui de l'insoutenable, quand les cris orphelins traversent les océans et que leur écho se meurt au lointain solitaire. What day in the vastness of the invincible time, except that of the unbearable, when orphaned cries cross oceans and their echo in the distance dies solitary. Merci. Le mie cellule parlano italiano e francese. Mes cellules parlent italien et français. Quelques-unes pratiquent l'anglais et d'autres ont quelques souvenirs d'études en espagnol. Le mie cellule sognano di imparare l'islandese. Mes cellules rêvent d'apprendre l'islandais. Mes cellules rêvent et écrivent en français. Écrit tout mon italien qui n'est pas là. Le mie cellule sognano e scrivono in francese e gridano tutto il mio italiano che non c'è più. Cucinando, le mie cellule devono mettere delle canzoni, cantarle e ballarle. En cuisinant, mes cellules doivent écouter, chanter et danser Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Mes livres parlent d'Italie adolescente. Quando le mie cellule si agitano e saltano sulla tastiera del computer, si ricordano e si incastrano in gesti, voci, azioni a Torino negli anni 90. Quand mes cellules remuent et sautent sous le clavier de l'ordinateur, elles se remémorent des gestes, des voix, des actions se déroulant à Turin durant les années 90. Des souvenirs souvent nocturnes, avec des amis qui sont désormais éparpillés entre Rome, Florence, Cork en Irlande, Parme, Milan et bien sûr Turin. Le mie cellule hanno incontrato altre cellule italiane à Bruxelles, Paris et Montréal. Mes cellules ont aussi rencontré d'autres cellules de langue maternelle italienne en Belgique, en France et au Québec. Un'altra Italia, italiana, ma che si fa all'estero, lontano dalla madre patria. Une autre Italie plus tourmentée et en lutte avec son passé italien, che sogna un ritorno tuffandosi in fondo a storie idilliache, al sapore di pizza e salame, all'architettura rinascimentale, qui songe un retour en plongeant dans des scénarios idylliques, au goût de pâtes et pizza, à l'architecture de pierre humide et ancienne de quelques siècles et au son des Consoli, Gazzè, Silvestri. Ces cellules penchent sur des scénarios de visites de musées, de courses en vélo dans la campagne toscane en balade sur les quais d'un port de plaisance touristique. Queste cellule, chine su storie e miti, tentano di stare sorde alle informazioni sull'immigrazione e la politica che filtrano da una rete radiofonica italiana. Ces cellules restent le plus possible sourdes, aveugles aux informations sur l'immigration et la politique. Mes cellules ne se fatiguent jamais de s'intégrer dans les sociétés francophones pour jouer les migrants politiquement corrects et un peu exotiques. Le mie cellule non si stancano mai di integrarsi
alla società francofone, recitando l'immigrato politicamente corretto et un peu esotico. Pourtant, la fatigue déchire quelquefois les identités et me laisse allongé sur un canapé, émettant instinctivement des mots italiens. Tuttavia, la stanchezza strappa a volte le identità, emettendo istintivo parole italiane che ricordano i film d'Ozpetek e Giordana, le poesie di Merine e Spaziani. Le mie cellule mi punzecchiano alla schiena e mi obbligano a cucinare una nuova ricetta cantando. Mes cellules me piquent le dos et m'obligent ainsi à me lever, à cuisiner encore une nouvelle recette en chantant sous les voix des Silvestri, Consoli et Gazzè. Grazie. Voilà qui conclut cette rencontre extraordinaire au nom du Centre québécois du PEN international. Je remercie nos invités d'avoir accepté de célébrer avec nous la Journée internationale de la langue maternelle, très spéciale, en nous faisant partager leurs textes et en nous offrant leurs témoignages. Merci également à la Maison de la littérature d'être notre partenaire ainsi qu'à son équipe d'avoir permis la réalisation technique et une diffusion de qualité. Et merci, cher public, de votre présence. Próxima. Merci, à la Ok, bye. prochaine. Au See you Merci later. beaucoup. revoir, à la Grazie, prochaine. arrivederci, Félicitations à tout le monde. alla prossima. Goodbye. See you next time. Auf Wiedersehen. Servus. Adios. Adios. Assalama. Bye, مع السلامة. До свидания. До свидания, russe. Dania.